Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Qui dit nouvel épisode dit nouveau thème, et ce nouveau thème c'est comment s'adapter sur le marché britannique après le Brexit. Et oui, ça a un peu bouleversé les choses, en plus il y a eu le Covid juste derrière. Et pour en parler dans quelques instants, en première partie d'émission, on aura deux marques. Tout d'abord Santé Discount qui d'un côté nous parlera effectivement de ses ventes justement à l'étranger, et pour pouvoir distribuer ses ventes il y a Spring, une autre marque. Il y aura quelqu'un pour nous en parler aussi. On parlera de leur rencontre, comment ça s'est fait justement, et on terminera avec la stratégie Brexit et comment développer ses ventes à l'étranger et surtout le futur. Voilà. Et je le disais, j'ai deux invités pour m'accompagner. Je vais vous les présenter tout de suite. À ma droite, il y a Guillaume Putman qui est avec nous, qui travaille donc pour Santé Discount. Bienvenue Guillaume. Merci de m'accueillir, bonjour. Écoute, bienvenue à toi. Et de l'autre côté, donc j'ai Amel, que j'écorche pas ton nom, Amel, c'est surtout ça, Kosevic, c'est bien ça? Exactement. C'est parfait. Et toi, tu es commercial chez Spring, tout simplement. Alors les gars, je vais vous laisser vous présenter. Ensuite, on va pouvoir attaquer les différents thèmes que j'ai évoqués juste avant. On va commencer par toi, Guillaume. Okay. Donc tu travailles, comme je le disais, chez Santé Discount, depuis peu d'ailleurs, mais bon, tu as d'expérience dans le domaine que tu représentes. Ouais, tout à fait. J'ai rejoint Santé Discount il y a un peu plus d'un an, enfin un peu moins d'un an en fait, mais ça fait un peu plus de 7 ans que je travaille dans le marketing digital. Santé Discount, je vais commencer par l'entreprise. Santé Discount, c'est quoi? C'est le leader français de la parapharmacie en ligne depuis 2016. Ça a été créé en 2008, mais c'est devenu vraiment la référence et le numéro 1 en 2016. Pourquoi et comment ça a été créé? Santé Discount, en fait, a été lancé par deux pharmaciens qui s'appellent Raoul Chiche et Jean-Gabriel Carrier, pardon, pour pas les citer. En 2008, un peu sur les bancs de la faculté, tous les deux pharmaciens, ils avaient pour envie et pour ambition de pouvoir proposer un modèle centré justement sur la présence du pharmacien et de ses conseils, et de proposer et de répéter un peu ce modèle et cette expérience en ligne à tous les clients potentiels. Alors toi, ton poste, c'est responsable nouveau business. Hein. Exactement, et moi j'ai rejoint donc, l'entreprise Santé Discount il y a un peu moins d'un an en tant que responsable nouveau business. Bon, ça veut tout et rien dire. En gros, j'ai rejoint l'entreprise pour m'occuper de tous les leviers de croissance chez nous. Donc je gère une équipe d'une dizaine de personnes environ, avec comme profil du chargé de projet au chargé de clientèle, notamment par exemple pour les pays internationaux. Donc plusieurs projets principaux, je viens de le dire, les sites internationaux, et c'est ce dont on va parler notamment avec le UK, les sites internationaux, mais aussi les marques propres, un site de vente privée et aussi tout un système et un réseau de distribution en flux tendu de produits qu'on source directement chez les grossistes. Ok, mais je vais passer j'allais dire Guillaume, excuse-moi Amel. Du côté d'Amel, donc toi tu travailles pour Spring, commercial chez Spring. Exactement. Et alors tu peux nous dire quel rôle tu as, enfin que représente le commercial chez Spring, ça fait combien d'années que tu es là-bas et ça fait combien de temps qu'elle existe cette marque? Alors, moi j'ai rejoint Spring il y a 3 ans. Donc en tant que commercial, le but principal c'est de faire de l'acquisition et développement de portefeuille. Et depuis l'année dernière, je suis plutôt axé sur du compte clé stratégique de l'entreprise. Alors Spring en tant que France, donc Spring pour ceux qui ne connaissent pas appartient à la Poste néerlandaise. Donc la Poste néerlandaise, elle existe depuis un peu plus de 2 siècles, 220 ans. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on a... Un peu de recul. Voilà, il y a un peu de recul. On peut se dire qu'on a une expertise pour la livraison de colis. Donc en fait Spring, on est spécialisé dans la livraison de colis à l'international uniquement pour le particulier. Donc on se positionne sur le secteur e-commerce uniquement sur le B2C, donc pas du tout sur le marché B2B. Et donc voilà, on s'appuie sur du réseau postal et réseau partenaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a entre 190 et 200 pays dans le monde, si je dis pas de bêtises. Vous couvrez 190 pays. Alors, on couvre plus de 180 destinations. Et dans 95% des cas, c'est le facteur en fait, qui va livrer le colis. Mais il y a des destinations, notamment en Europe, où on va faire appel à un partenaire privé pour en fait, livrer le dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, en fait, qui est Spring? Spring, en fait, on travaille avec des e-commerçants donc, comme Santé Discount, qui sont basés en France, mais qui ont besoin d'acheminer leurs colis en fait, à l'international pour les e-commerçants, enfin les e-acheteurs, pardon, qui sont basés à l'étranger. Parce que nous, on n'est pas du tout sur le marché domestique, donc on fait uniquement de l'export. Et c'est dans ce cadre-là, donc voilà, le boulot de commercial, c'est de prospecter, mais aussi de gestion d'une clientèle dans le portefeuille, c'est de proposer des solutions donc, à l'international.
Alors c'est bien, c'est qu'on a 2 marques qui ont de l'expérience, une qui est un peu plus récente finalement, 2008. Oui, qui est un petit peu plus récente, mais qui finalement, on va dire, est arrivée aussi au moment où tout... Où il fallait arriver. Exactement, où tout s'est fait, parce que c'était quand même un moment... il y avait évidemment d'autres acteurs sur le marché, mais c'était vraiment un peu les prémices. Et ce qui est intéressant de savoir et de se rappeler, c'est que finalement, la parapharmacie en ligne, c'est pas un marché, un secteur qui est aussi mature que d'autres. On a un taux de pénétration encore en termes de e-commerce qui est très faible, et surtout quand on le compare par exemple à nos voisins européens. On peut parler chiffres, on est à peu près à 5%, c'est ça? C'est exactement ça. Après, ça dépend beaucoup de l'étude qui va sortir le chiffre. Mais un ordre d'idée, voilà. On est aux alentours de 5 à 7%, alors que par exemple nos voisins allemands sont sur du 20% à date. Donc on a encore beaucoup de retard et de choses à faire sur ce marché. Donc c'est vrai que finalement l'entreprise existe depuis un peu plus de 13 ans maintenant, mais on n'aurait pas pu se permettre d'exister depuis plus longtemps. Alors une fois qu'on a présenté ces 2 marques-là, justement, moi je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est de faire le lien. Je pense que même pour ceux qui nous regardent et qui se disent voilà, quand j'ai un nouveau partenaire ou comment étudier un nouveau partenaire qui vient à moi, et là on va dire que c'est toi Amel qui est venu à Santé Discount. Comment ça s'est passé? Voilà, c'est un petit peu mon rôle d'aller chercher. Voilà. T'as fait ton rôle de commercial. Le commercial. Le premier travail, c'est de décrocher son téléphone. Non, il y a une prospection qui date, on va dire depuis 2 ans moins, à rentrer en contact dans la société, mais ça s'est concrétisé vraiment l'année dernière, donc on peut parler de septembre dernier. Mais la vraie question que j'ai, c'est comment tu as connu Santé Discount? C'est-à-dire que là maintenant tout le monde connaît puisque c'est le leader de la parapharmacie en France, on est d'accord. Mais toi, comment tu t'es dit cette marque-là, j'ai envie d'aller... comment tu l'as connue déjà de base et pourquoi j'ai envie d'aller la chercher? Alors déjà en tant que consommateur, donc je la connaissais, mais il faut savoir que c'est un leader dans son secteur, et dans le classement des top 500 e-commerçants, vous figurez dedans. Donc clairement, aujourd'hui un e-commerçant qui fait de la France, il fait aussi de l'international, mais sur une proportion différente. Donc non, c'est mon rôle, mais c'est vrai que la prospection, voilà, l'organisation, elle est par secteur géographique ou par secteur d'activité. Donc, c'était ma cible, on peut dire ça comme ça. Et mais les premières rencontres et les premiers échanges un peu plus sérieux et avec plus de matière, c'était en septembre dernier. Donc, à la rentrée 2020. Donc, c'est assez récent au final. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans les conflits autres, mais forcément, vous aviez déjà un prestataire, ou en tout cas des prestataires. Voilà, c'est peut-être pas évident. Est-ce qu'il faut se remettre en question quand c'est comme ça, quand on a une nouvelle marque qui vient à vous, qui propose d'autres choses? Bon, vous avez signé entre vous, donc c'est que forcément, vous avez des intérêts communs et il y a du partenariat win-win. Mais comment ça se passe? Voilà, sans trop rentrer dans le détail, mais voilà, tu es obligé. Il existait déjà un partenaire en place. Comment tu réagis quand c'est comme ça? En fait, on va dire que la chose s'est faite un peu naturellement, tout simplement. Pourquoi? Parce que le partenariat historique qu'on a donc, avec notre transporteur, on va dire historique également, il est surtout situé sur le marché français, et c'est un marché qu'à l'heure actuelle, le Spring ne peut pas adresser. Donc, on a surtout orienté le partenariat, et dès le début, tu me corriges si je me trompe, mais sur l'Europe du Sud dans un premier temps, puisqu'on a une politique de conquête européenne, bien évidemment, comme tout e-commerçant, comme le disait Amel. On a déjà une belle place en France, même si on cherche à la consolider. On avait besoin de se rassurer, de se dire qu'on peut reproduire le modèle qu'on a réalisé et qu'on a développé en France, en tout cas, dans un premier temps, dans les pays les plus proches européens. Espèce de fast test européens. Que vous avez fait avec Spring? Alors, on avait déjà lancé ces pays-là et on les adressait avec notre transporteur historique, mais on avait besoin clairement de tarifs plus compétitifs, parce que c'est des marchés qu'on cherche à conquérir. On a besoin de se rassurer en termes de modèle économique et d'être aussi compétitif par rapport à des acteurs qui sont déjà en place depuis très longtemps. Donc le tarif transporteur, je pense que de toute façon c'est un enjeu pour tout e-commerçant, c'est clair. C'est l'une des premières dépenses, je pense, à côté de la logistique. Donc on avait besoin de faire un peu le tour du marché, de voir quelles étaient les possibilités. Donc c'est ce qu'a fait Jean-Gabriel avec Amel. Et finalement, ce qui est assez rigolo de constater, c'est qu'on avait pensé le partenariat pour l'Europe du Sud, et finalement le partenariat a un peu dérivé et switché sur le marché UK notamment, et aussi belge, parce que pour des raisons techniques et légales, et aussi
de souplesse de la part de Spring sur le sujet UK, mais on en parlera On sûrement. va pouvoir l'évoquer après, ça, on est d'accord, ça fait partie des choses. Justement, on va enchaîner, j'en viens un peu au thème qui nous intéresse. On l'a dit, c'est comment s'adapter au marché britannique après le Brexit. Alors là, je vais faire un petit cours politique et un petit cours d'histoire et un petit cours politique. Je vais rappeler quand même ce que c'est le Brexit, parce qu'on parle Brexit, mais effectivement, pour des commerçants ou des néophytes qui regardent, qu'est-ce que c'est le Brexit ? Je rappelle quelques dates. En fait, à l'occasion du référendum du 23 juin 2016, la population britannique a voté en faveur d'une sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ça a été voté à 51,9%. Déjà, c'était quasiment du 50-50. Voilà. Et c'est ça qui a mis du temps d'ailleurs à se mettre en place, il me semble. Donc, avec la ratification de l'accord de retrait, le Royaume-Uni est sorti donc, de l'Union européenne de façon ordonnée. Donc, le 31 janvier 2020, donc c'était un peu plus d'1 an, à minuit. Et à cette date, en fait, s'est ouverte une période dite de transition qui s'est achevée en fait fin 2020, donc le 31 décembre 2020. Exactement ça. Et cette période de transition a permis en fait de préparer la mise en œuvre de l'accord de retrait et de négocier un accord sur les relations futures. Et donc ces accords sont entrés en application le 1er janvier 2021. Vous allez nous en parler, vous, comment ça a chamboulé peut-être vos différents business. Et leur ratification définitive interviendra à l'issue d'une analyse approfondie. Ça veut dire que c'est pas encore fini en fait cette histoire. Peut-être qu'il y aura des changements à venir. Je sais pas si vous avez des infos, mais vous nous les donnerez si vous en avez, les gars. Donc voilà un peu par rapport au Brexit. Et donc, comment ça s'est mis en place, le Brexit, une fois... c'est à partir d'ailleurs, j'ai cité 2-3 dates. C'est à partir de quelle date que ça s'est mis en place et qu'il y a dû avoir un changement ? Alors, voilà. C'est un peu ça qui est rigolo, parce que c'est vrai que, comme tu disais, on a eu l'information que le Brexit allait se réaliser au 1er janvier, mais finalement, il s'est réalisé fin décembre, vraiment à quelques jours avant la date butoir. Et en fait, ce qui est assez rigolo de constater, c'est que beaucoup d'e-commerçants se sont dit on s'en occupera plus tard, on verra un petit peu comment ça va se passer. Déjà, on va attendre qu'ils décident comment ils veulent le faire. Et finalement, cette décision, elle est arrivée, je pense, je sais plus si c'était juste après Noël ou juste avant. C'est les derniers jours. Je pense que ça a laissé une dizaine de jours. Bon, évidemment, il y en a qui ont dû se préparer avant, mais aux e-commerçants pour connaître vraiment les conditions de cette sortie de l'Union européenne. Et évidemment, c'est très loin d'être anodin, parce qu'il y a énormément d'impact. Il y en a qui n'arrivent encore que maintenant, dont on s'aperçoit que maintenant. Je pense par exemple aux organismes bancaires qui se disent ok, mais en fait maintenant le Royaume-Uni est sorti, c'est plus un pays européen, et du coup c'est un pays hors Europe, donc on va devoir changer aussi nos frais bancaires, etc. Il y a beaucoup de répercussions qui se sentent après. Mais surtout, et la plus importante, en fait, c'est de comment on fait pour transporter maintenant notre marchandise en dehors de l'Union européenne. Si moi, en tant qu'e-commerçant, j'avais jamais exporté dans un pays hors Europe. Parce qu'il faut le savoir, les démarches ne sont pas du tout les mêmes. Forcément, il va y avoir ce qu'on appelle un dédouanement. Ça dépend, il y a des conditions. On va pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un spécialiste qui va pouvoir en parler. On a un spécialiste qui va pouvoir en parler, mais en tout cas, de mon expérience en tant qu'e-commerçant, et c'était assez rigolo parce que c'est le premier projet que j'ai géré chez Santé Discount. Je suis arrivé le 7 décembre et la première mission que Jean-Gabriel m'a donnée, c'était voilà, il y a le Brexit, on a regardé un petit peu, mais vérifier un petit peu ce qu'on doit faire et comment on peut être conforme à tout ça. Et il y a par exemple ce qu'on appelle un HS code. Le douanier, il va pas s'amuser à ouvrir un colis pour vérifier ce que vous exportez. Il attend sur votre CN23 ou sur la facture, en tout cas dans la déclaration de colis, un code qui va de 6 à 10 chiffres, et ce code, il faut le trouver pour tous vos produits. D'accord. Santé Discount, c'est un e-commerçant qui a plus de 60 000 références, donc en 3 semaines, il a fallu trouver le HS code pour ces 60 000 produits. Donc ça a été une course contre la montre, et en parallèle, il fallait aussi s'armer pour le transport, parce que, et je pense que tous ceux qui nous regardons et qui ont dû affronter un peu cette situation ont dû se confronter à un peu cette angoisse de j'ai pas d'informations, à qui je peux les avoir, parce que moi j'étais dans ce cas-là, j'ai appelé les douanes, j'ai appelé à droite à gauche, etc. J'avais des versions très exactement discordantes. On me disait un peu tout et son contraire, et donc c'est aussi là que j'ai fait un peu la rencontre d'Amel, puisque Jean-Gabriel m'a dit attends, autant utiliser Spring, on va brancher Spring sur UK, et je sais qu'ils ont ce qu'on appelle une solution DDP, c'est ce qu'on a choisi, et le DDP c'est ce qui a vraiment fait la différence dans notre choix sur quel prestataire on choisit pour continuer et affronter le Brexit. En quelque sorte, lorsque vous exportez hors Europe, vous allez devoir déclarer à la douane, normalement pas dans tous les cas, mais vous devez un petit peu montrer patte blanche, et il y a deux façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle le DAP,
où en fait, le e-commerçant prend en charge aucun frais et ne fait pas de démarche. Par contre, c'est le client final, et ça a dû sûrement arriver à quelqu'un d'entre vous, qui reçoit un colis qui reçoit un appel du transporteur ou un email et qui lui dit j'ai un colis pour vous, par contre il y a des frais de douane, et ça va être 35 €. Des fois ça peut être plus important que la commande, ça peut être des frais. Ça marche dans les deux sens, France britannique, et enfin je veux dire Grande-Bretagne et Grande-Bretagne, France. Ça marche dans les deux sens. C'est ce qui fait notamment quand vous achetez en Chine que par moment vous avez un contrôle à la douane et on vous dit en fait il va falloir payer la TVA et puis régler aussi des frais de douane et des frais de dossier, etc. Et nous, cette solution on laisse la surprise au client final et peut-être qu'il va pas être content, c'était pas possible. Inenvisageable. Et évidemment pour un e-commerçant qui a envie de garder la satisfaction client au centre de ses enjeux. Et clairement, je pense que ça a dû en effrayer plus d'un, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont arrêté de faire du business avec le Royaume-Uni suite à ça. Mais il y a une solution alternative qu'on appelle le DDP. L'e-commerçant, au travers de son prestataire de transport, montre patte blanche dès le début et s'occupe de prendre en charge tous les frais potentiels en termes de douane. Et du coup, on offre une expérience client sans friction et sans surprise pour ce dernier. C'est la simplicité, une solution de porte-à-porte. Donc, si on rebondit un petit peu sur l'Angleterre. Spring, t'étais déjà prêt? Vous étiez déjà prêt? Nous, en fait, on était déjà prêt, on va dire, depuis 1 an et demi, parce que le siège, donc la Poste néerlandaise, travaillait quand même sur une solution hybride. Parce que, pour rappel, nous, on appartient à la Poste néerlandaise et on livre par le réseau postal et partenaire. Mais ce qu'on livre par le réseau postal, il n'est pas dédouané, d'accord? Donc aujourd'hui, on sait déjà le faire avec des clients qui livrent par exemple sur la Suisse. Donc il y a la nomenclature douanière, donc c'est ça le HS code, qu'il faut renseigner, la nature de marchandise pour qu'en cas de contrôle, que les douanes sachent qu'est-ce qui est transporté. Ce qu'on a fait sur l'Angleterre, c'était innovant et inédit, dans le sens où on prend en charge, donc en fait on va dédouaner. Donc là on se met à la place des transporteurs, on va dire expressistes ou privés. Donc en fait on va dédouaner l'ensemble des marchandises et la livrer en Angleterre, comme si Santé Discount était une entreprise anglaise basée en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et donc une simplicité et surtout la transparence. Parce que travailler sur des solutions... Parce que tu parlais du début janvier, on avait une année de transition, et Guillaume, il a raison, en fait, tout le monde attendait la fin d'année. Mais il y a aussi un enjeu qui était politique entre le Premier ministre du Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un deal, non-deal? Et on était un petit peu entre les deux. Mais bon, pour pas être pris de court, en fait, on a développé une solution qu'il fallait ajuster aussi au dernier moment. Mais informatiquement, on était prêt. Parce que nous, on parlait aussi des pays du Sud, mais c'est vrai que l'Angleterre, plus ça avançait, plus nous, on se rapprochait aussi. Parce qu'on veut aussi avoir un rôle de consultant, en fait. C'est que, on veut bien vous accompagner dans le développement, mais si les champs ne sont pas remplis, quand on crée une étiquette, si on voit que la nomenclature douanière, l'origine du produit n'est pas respectée, ce n'est pas la peine qu'on prenne en charge les colis parce qu'ils seront bloqués à la douane. Donc l'expérience client, elle sera pas terrible. Et puis ce qu'il faut aussi dire, et ce qui est hyper important de se rappeler, c'est que le Royaume-Uni, c'est quand même une énorme nation e-commerce. C'est je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la 3e au monde. Donc se priver pour un e-commerçant d'un marché tel que le Royaume-Uni, c'est quand même une décision assez compliquée à prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à Spring et à la souplesse et à l'efficacité dont ils ont fait preuve, on a pu adresser à nos clients sans aucune rupture nos colis de la même façon qu'avant et sans imputer de nouveaux coûts à ces derniers. Et ça aussi, c'était vachement important pour nous, c'était de trouver une solution qui permettait de maintenir un peu le statu quo et de ne pas pénaliser finalement les clients UK pour... j'allais dire une décision qu'ils n'ont pas prise, mais la majorité l'a prise quand même. Oui, la moitié, on va dire. Mais voilà, et du coup, en fait, finalement, ça nous a permis de faire de très belles performances sur le début d'année. En plus, je pense que ça s'est doublé un peu un effet panique côté Royaume-Uni. Je ne vais plus pouvoir commander mes produits comme avant, il faut que je fasse des stocks. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une expérience très réussie. Ça fait combien de mois là que vous êtes vous avez combien de recul là, en termes de mois par rapport à votre collaboration là, on approche de l'année, ça va faire... quasiment un an. Exactement. Quasiment un an. Et est-ce que ça... Alors, je parlais du Brexit, où finalement, ça va peut-être encore évoluer. Est-ce que vous avez déjà vu des évolutions, vous? On vous a imposé des choses pour l'instant au niveau légal, même plutôt pour Spring. Est-ce que vous devez changer un peu votre fusil d'épaule sur certains domaines? On a des choses, au contraire, qui vont s'améliorer dans le sens où, et je reviens un petit peu en arrière, solution postale,
réseau postal, donc en fait ce qui est la DAP. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, on propose les deux solutions, mais on suggère fortement en fait la solution DDP, c'est-à-dire qu'on va dédouaner solution commerciale. Il y a la transparence, c'est-à-dire que tu commandes un produit et selon la nature et la valeur du produit, tu sais à combien tu dois t'acquitter pour les droits et taxes. Donc d'un côté, il y a la tranquillité et la simplicité pour notre client, mais aussi pour l'acheteur de savoir à quelle sauce il va être mangé, une fois que le colis arrive, combien il doit s'acquitter. Donc on avait une limite limite de panier qui au contraire est en train d'évoluer et en train d'augmenter parce qu'on était autour de 800 livres par commande, par personne et par jour. Et aujourd'hui, là, on vient de passer le cap de 1000 livres. Donc au contraire, c'est en train de se plus libérer et on a plus de visibilité, mais la visibilité, on l'avait les 3 premiers mois. Il faut savoir qu'il y avait une souplesse aussi de la part des douanes parce qu'ils ne pouvaient simplement pas se permettre de tout contrôler. Il n'y avait pas les moyens. C'est-à-dire que le gouvernement britannique, les douanes, il n'y avait pas assez d'effectifs pour tout contrôler. Ouais, c'est vrai que c'était un peu la folie. On l'a vite oublié, mais en plus, ça s'est un peu doublé avec le variant Delta britannique. Je sais que les transporteurs n'ont pas pu livrer... Je crois que c'était avant Noël, pendant une semaine. En fait, c'est là où on jongle un peu entre les deux. Donc, on a un peu une double nationalité chez Spring parce qu'on est basé en France et en société française. Mais en même temps, on appartient à la poste néerlandaise. Oui, vous avez le siège, en fait, là, si on parle du variant britannique, c'était le 20, 21, 22 décembre. Donc, fermeture des frontières, 48 heures. Donc, transport de marchandises, personne, tout était fermé. Bon, ça, pendant 2 jours, on ne pouvait rien faire. Mais on a eu la possibilité de dévier en fait toute la marchandise et de la faire partir par les Pays-Bas. Et prendre le ferry, ça prend l'Angleterre. C'est pratique. Donc c'est pratique. Donc avant même le Brexit effectif qui était au premier, on a pu continuer à injecter de la marchandise. Mais c'est vrai que depuis le 1er janvier, on analyse la situation, c'est en train de se développer. Donc il y a des choses qu'on en parlera un peu plus à la fin de l'émission. Mais non, ça suit son bon cours. Je pensais à ça aussi, mais c'est vrai que beaucoup d'e-commerçants se sont retrouvés aussi obligés à se déclarer auprès du Trésor britannique. Enfin, il y a un sujet TVA, il y a vraiment une grosse complexité. C'est pas... Au-delà même du sujet transport, il fallait avoir un numéro de TVA. Il y a eu beaucoup de difficultés d'un coup pour beaucoup d'acteurs qui se sont sentis un peu dépassés. Alors là, je vais peut-être prêcher du côté de Spring justement, mais un e-commerçant là qui voudrait donc de nouveau distribuer du côté britannique. Et ils peuvent passer par Spring, il n'y a aucun problème, vous occupez de tout, quoi. Aujourd'hui, il y a assez de recul, mais on avait besoin de quoi, mis à part le fait de contacter la société Spring, etc. Je te parle en termes de statut, est-ce qu'il leur faut des choses en particulier? Alors, la plupart des entreprises qui livraient déjà, qui étaient présentes sur le marché de l'Angleterre, ils savent ce qu'il y a besoin, c'est-à-dire un numéro de TVA UK, un code ORI, alors qui était obligatoire au début, ce qui n'est plus le cas maintenant. En fait, la complexité, c'est qu'avant, il y a un système de seuil au niveau de l'Europe, si je dis pas de bêtises, et donc tout le monde n'était pas forcément très préparé par rapport à la TVA, tout ça, mais c'est vrai que là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est obligatoire. Mais alors, c'était plus pour dire excuse-moi, c'était plus pour dire, par exemple, pas une grosse société, mais presque un auto-entrepreneur. Bon, je faisais un exemple un peu. Bon, imagine, je fais mes propres bougies, je les vends sur un site e-commerce, etc. Et que j'ai envie d'exporter, pourquoi pas, parce qu'ils consomment énormément de bougies. Voilà. Est-ce que le fait que j'ai un petit statut, est-ce que c'est quand même possible d'exporter peu importe la segmentation, la taille de l'entreprise, ce qu'il faut vérifier, c'est la nature de marchandise, parce qu'on peut avoir des restrictions si on part depuis la France, parce que si ça prend le tunnel par rapport aux matières dangereuses, etc. Est-ce que ça prend le ferry? Okay. Donc il faut se renseigner là-dessus, qu'est-ce qui est possible. Ensuite, on a les 135 livres, l'équivalence plus ou moins de 150 € de panier moyen sur lequel il y a un seuil de détaxe, mais par contre la TVA, il faut la régler, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Donc aujourd'hui, une entreprise qui souhaite exporter ou reconquérir à nouveau le marché du Royaume-Uni, c'est tout à fait possible. Et c'est un petit peu notre rôle aussi de ce qu'on avait fait l'année dernière. Attention, il y a 60 000 références, c'était ton travail à toi, mais il faut les renseigner. On a besoin de la nomenclature douanière parce que sinon, en fait, le colis va être bloqué. J'espère pour cet auto-entrepreneur qu'il n'a pas beaucoup de produits. D'accord, okay. Ça facilite. Non, mais je prenais cet exemple parce qu'évidemment que ceux qui nous regardent, je pense qu'il y a plutôt s'il y a des auto-entrepreneurs, c'est plutôt des petites structures. Et je pense que c'est toujours intéressant puisque c'est notre thème aujourd'hui, c'est de savoir même une petite structure, comment elle peut, est-ce que c'est viable pour elle d'exporter quand même, de vendre là-bas au niveau britannique? Est-ce que ça coûte pas trop cher finalement parce qu'il faut payer par-ci, par-là, voilà. Alors, il faut se renseigner. Donc il faut y avoir une bonne connaissance. Tout le monde peut se lancer sur le marché, mais encore une fois, selon la volumétrie, la quantité, la nature de marchandises, il faut se renseigner auprès de son prestataire qui livre, quel est l'impact. Si c'est une solution commerciale, il peut avoir de la visibilité sur la facture. Parce qu'en fait,
Même nos clients, certains ils nous ont fait confiance dès le début, c'est-à-dire on y va dès début janvier, et d'autres ont voulu faire une pause pour simplement analyser la situation. Mais vous pouvez prendre des marketplaces, pour ne pas les citer les plus connus, qui disaient à leurs clients non, n'expédiez pas. Parce qu'il y avait un peu. Oui, tout à fait. Il y avait une peur d'inconnu. Exactement. Mais ça, fin mars, c'est déjà. Ça s'est déjà régulé. Donc, non, aujourd'hui, un e-commerçant, quelle que soit la taille, il faut juste qu'il se renseigne sur la législation, qu'est-ce qu'il peut expédier et en quelle quantité. Il y a un peu de travail quand même. Il y a du travail de fond à faire. Est-ce que Spring fait ce conseil-là aussi? Est-ce que, au-delà du fait d'exporter et de gérer tout le transport, est-ce que vous faites aussi du conseil? C'est-à-dire qu'un e-commerçant qui va t'appeler et qui va te dire, bah voilà, moi j'y connais rien, est-ce qu'il faut prendre un numéro, voilà, on parlait de TVA, on parlait de numéro de tout ça. Est-ce que tu fais ce conseil-là aussi derrière? Bien sûr. Je vais te couper la parole sur la passation, enfin sur la gestion du Brexit. Ce sont vraiment les transporteurs en fait qui ont sourcé un peu l'info et qui l'a redistribué derrière. Donc je peux répondre en tout cas pour notre cas, et clairement c'est moi qui m'en suis occupé, enfin je m'en suis occupé directement, donc je connais le sujet, et vraiment c'est grâce aux transporteurs et notamment à Spring qu'on a pu comprendre comment dépatouiller un petit peu toutes les versions que tu avais. Exactement, et tous les problèmes, et se dire bah voilà, c'est la voie, c'est celle-ci, il faut y aller, et maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, vous voulez rajouter quelque chose sur le Brexit ou pas? Parce qu'après on va parler un peu des innovations et de vos structures, qu'est-ce qu'elle l'avenir, on va dire. Est-ce qu'il y avait un mot que vous vouliez rajouter là-dessus? Sur le Brexit, nous, ça s'est bien développé, ça continue d'y aller. Donc, et pour reprendre un peu à ta question, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'accord, il y a toujours une solution. Donc oui, consulter, poser des questions, est-ce que c'est possible, on répond. Donc oui, on avait déjà des explications à ce niveau-là avant, mais qu'on devait mettre à jour au fil des jours, fin décembre. Mais oui, expédier à nouveau en Angleterre, c'est possible, et avec de la visibilité. Donc oui, c'est un peu le rôle de consultant qu'on avait. Et ouais, tout à fait. Dans la même lignée, je dirais que voilà, il y a peut-être une porte d'entrée un peu compliquée, mais le Royaume-Uni, ça reste un marché hyper important, et vraiment. Faut pas s'en priver pour toi. Exactement. S'en priver, ça peut être une erreur stratégique. Et il faut savoir que vos concurrents s'en priveront peut-être pas. Oui, c'est ça la réponse, c'est presque un peu le mot de la fin de ce thème. Mais c'est bien, tu conseilles à tes concurrents de l'utiliser. c'est pas mal du tout. Ils n'ont pas attendu. Je plaisante évidemment, je me doute bien que les grandes structures autour de la parapharmacie n'ont pas attendu que tu leur dises pour le faire. Mais voilà, et donc je disais juste pour terminer ce thème-là, vous ne voyez pas pour l'instant d'évolution au niveau du Brexit, vous ne pensez pas qu'il y aura d'autres choses encore qui pourront peut-être vous embêter, ou dans le bon sens, mais voilà, pour l'instant ça a l'air d'être stable. Bon, tu l'espères? J'ai pas trop envie d'être... De changer les références encore Non, mais au-delà de ça, je pense que non, j'ose espérer en tout cas qu'il n'y aura pas plus de complexité. Je pense que ça devrait plutôt au contraire aller dans le bon sens. Exactement, aller dans le bon sens, une fois passé un peu cette année un peu compliquée, mais je pense qu'on peut toujours être surpris, notamment par les Britanniques, donc il n'y a pas de souci. Enfin, on peut pas... C'est dur de se prononcer tout de suite. Bon, on parlait du présent, on va parler un peu du futur, messieurs. Je vais commencer avec toi. Donc, Guillaume, Santé Discount. Voilà, je disais le futur. Est-ce que tu peux nous parler? Moi, j'ai des thèmes là qui me reviennent. Tu me diras le développement à l'international, donc ça évidemment, mais le continuer. On parlait de fidélisation, peut-être avec une cagnotte. Trade marketing, t'expliqueras ce que c'est exactement le trade marketing. Et j'ai un autre thème, mais je te le garde à la fin. Peut-être que ça peut être drôle de le raconter. Donc, par rapport à ce que je t'ai dit, voilà, quel est l'avenir pour Santé Discount? Quels sont vos projets et en plus, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui se développent actuellement? Je ne vais pas trop donner de conseils. Je ne parle pas forcément de parapharmacie, mais je te parle... on parle des jeunes auto-entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, jeunes e-commerçants. Très clairement, en fait, je pense que la grande force du e-commerce et du digital, et c'est pour ça que j'adore mon métier, c'est qu'on peut tout faire. Il y a des limites, évidemment, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire énormément de choses. On peut se reposer sur de l'expertise chez des prestataires qui nous permettent d'envoyer un peu partout dans le monde. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de possibilités en tout cas. Donc chez Santé Discount, ça se traduit comment? Évidemment, on en a parlé, l'un des pôles les plus importants et les plus gros leviers de croissance chez nous, c'est l'international. Donc on est déjà présent dans 6 ou 7 pays, on vend même un peu partout en Europe, et avec un gros focus évidemment sur le Royaume-Uni et les 5 pays pour lesquels on a un site dédié. Donc on va évidemment continuer à mettre le paquet sur ces pays-là. En plus, on a la chance quand même d'exporter un beau modèle parce que la plupart de nos marques sont du Made in France, donc on est un petit peu ambassadeur justement de ces marques qui sont
même si ça peut sembler un peu surprenant. Il y a des marques qu'on connaît qui sont très connues, qui ne sont pas forcément ultra connues non plus chez nos voisins européens. Donc c'est évidemment l'un des premiers leviers de croissance. Après, donc tu parlais du trade marketing. Oui, alors explique-nous bien ce que c'est que le trade marketing. Alors le trade marketing, en fait, c'est un peu la résultante et la conséquence de l'excellente relation qu'un acteur comme Santé Discount peut avoir ses fournisseurs. Le trade marketing, c'est un vaste sujet, mais en quelque sorte, c'est un peu un accord entre les deux marques où on va discuter avec nos fournisseurs et on va leur dire, ben voilà, tes produits cartonnent, mais si on monte ensemble une opération sur notre site, parce que notre site c'est également une énorme vitrine, on a un trafic qui est quand même extrêmement important, donc c'est aussi une possibilité justement pour ces marques de s'afficher, de toucher leurs clients ou des clients qui ne connaissent pas encore leurs produits. Donc le trade marketing, c'est une opération montée entre Santé Discount et le laboratoire qui va soit concerner une marque au global, soit des produits spécifiques, ça peut varier, et sur laquelle on va bombarder, j'ai envie de dire, en tout cas on va mettre en avant cette marque ou ces produits sur notre site dans des emplacements cibles et des emplacements très stratégiques sur lesquels on a énormément de visibilité, et ça nous permet de réussir des croissances folles avec certaines marques, et c'est vraiment, je pense, l'une des choses dont on est aussi le plus fier, c'est la relation de confiance qu'on a avec nos marques. Et le trade marketing, c'est ça, c'est vraiment main dans la main, marque et distributeur. Et alors la relation de confiance avec tes clients maintenant, la fidélisation. Et la relation de confiance avec les clients, je pense que c'est le cheval de bataille de tout entrepreneur et e-commerçant, évidemment. C'est toujours très frustrant de perdre un client, et on sait tous très bien qu'une mauvaise expérience, quelle que soit la raison, on perd le client, et on a beau être au taquet et vraiment parfait à tous les niveaux, en tout cas essayer de l'être, ça arrive toujours. Donc il est hyper important pour nous déjà de satisfaire nos clients à 100%, mais surtout de leur donner une envie de revenir. Parce qu'on parle aussi dans la parapharmacie de produits de consommation, j'ai envie de dire courante. Enfin, c'est donc des crèmes, on a énormément de produits, mais il y en a beaucoup de produits qui se consomment de manière régulière. Donc évidemment, on a besoin que le client revienne chercher sa crème chez nous et pas chez un concurrent. Et pour ça, on a évidemment aussi le trade marketing, parce que finalement, ça lui permet d'avoir des promotions hyper alléchantes et hyper intéressantes pour lui. Oui, tout ça lié. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'en a pas trop parlé au début, mais Santé Discount a été créé il y a une espèce de maxime, c'est vraiment ces conseils, sélection et prix. C'est vrai qu'on s'appelle Santé Discount, donc on pourrait penser que notre argument premier c'est le discount, c'est le prix, alors que finalement on va plutôt préférer donner un avantage aux clients qui reviennent via la cagnotte ou d'autres systèmes, mécaniques marketing, comme du code promo aux clients j'ai acheté 5 produits, je vais t'en offrir un 6e, toutes des choses comme ça. On a tout un système de carte fidélité en plus de la cagnotte pour vraiment donner envie aux clients de revenir acheter chez nous. Et j'ai une petite anecdote, c'est quoi cette histoire de salon de coiffure ? Salon de coiffure. Est-ce qu'on peut en parler ? Sinon on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. On peut en parler. En fait, il faut savoir que c'est bien la transparence. Il faut savoir que en fait, dans la parapharmacie, c'est évidemment pas du médicament, mais c'est large, voilà. Mais c'est quand même assez réglementé, et surtout en fait chez les marques, et parce qu'on a, je l'ai dit, 1600 marques, et on a un peu tous les types, mais on a aussi les très gros groupes avec un positionnement ultra premium et qui requièrent l'existence d'une structure. Et c'est notamment le cas pour le marché comment on appelle ça, des marques de coiffure, donc des marques professionnelles. On a besoin d'avoir un salon et de montrer qu'on est ultra qualitatif sur ces produits, qu'il y a du conseil, etc. derrière. Donc Santé Discount a un salon de coiffeur en gros. Exactement. Voilà, ok. C'était pour la petite anecdote, c'est ça, je trouve ça sympa, mais au moins on a les dessous, et comme quoi c'est bien réglementé. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Non, c'est surtout important de démontrer en fait, et c'est encore une fois, c'est le premier mot dans Santé Discount, c'est le conseil. On a à cœur de connaître nos produits, on a des formations continues avec tous les laboratoires qu'on vend, on sélectionne nos produits, on ne prend pas de n'importe qui. On doit être convaincu que le produit offre une valeur ajoutée, quelque chose de positif pour le client, et c'est notre rôle aussi de le proposer au moment où il le cherche. Mais donc très clairement, la connaissance produit chez nous, c'est ultra important, bien sûr. Écoute, c'est pas mal déjà tout ce que tu viens de citer pour l'avenir. C'est pas mal. Alors du côté de Spring, alors j'ai 2-3 thèmes que tu peux évoquer. Il y a le Spring, tu vas nous expliquer ce que c'est Spring Green. Oui.
très important. On est dans le bien-être, ou en tout cas, alors j'allais dire le bien-être dans tout, le bien-être animal, dans tout ça. L'éco-responsabilité. Mais voilà, l'éco-responsabilité aussi. On parlait tout à l'heure de consultant, parce que tu restes pas que, Spring n'est pas que un transporteur. Vous avez un rôle de consultant, et on l'a bien évoqué avec Guillaume par rapport aux lois, par rapport à tout ça. Donc ça, j'imagine que tu vas nous le dire par rapport à ce développement, et aussi par rapport au retour de marchandises, améliorer ce service-là. Voilà. C'est ça. Pour reprendre un peu l'idée de base, parce qu'aujourd'hui on parle de Spring, mais on appartient à la Poste néerlandaise. Parce que sur le marché français, nous on est tout récent, on est même plus récent que Santé Discount. Sur le e-commerce, on est depuis 5 ans. Donc la Poste néerlandaise, on bénéficie de l'expertise, de son réseau. Pour information, la Poste néerlandaise est quand même classée 4e poste au monde. Donc il y a vraiment un savoir-faire et une qualité. Donc c'est vrai que tu as abordé l'aspect tarifaire. Il faut proposer un tarif de livraison compétitif, mais il faut qu'il y ait aussi une qualité, un rapport qualité-prix. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas continué la livraison jusque-là. Mais aujourd'hui, oui, il y a une tendance, et on le voit de plus en plus. Les études, si on regarde les études sur 2020, notamment durant le Covid, alors proposer, donc Spring Green, c'est quoi? Donc c'est pas juste de proposer une compensation de l'émission de l'empreinte carbone, merci. C'est aussi d'accompagner avec des projets qu'on propose aux clients qui peuvent choisir. Et c'est pas juste dire, ok, il y a un certificat à la fin de l'année, vous avez pollué tant, parce qu'on pollue, tout le monde pollue. C'est ce que j'allais dire, et on est dans la transparence quand on fait du transport. Non, mais que ça soit vous ou n'importe qui d'autre, on fait une action, que ça soit une voiture, une moto, que ça soit même un vélo, voilà, on pollue, quoi qu'il en soit. Non, exactement. Après, il faut savoir qu'aussi, la Poste néerlandaise, c'est une entreprise privée, une entreprise qui est cotée en bourse, donc aussi on a des résultats à apporter aussi auprès de nos actionnaires. Mais à ce niveau-là, oui, il y a surtout pour nos centres de tri, on ne va pas parler de la flotte électrique pour ne pas faire du greenwashing de tout ce qu'on fait pour compenser l'empreinte carbone, mais il y a des projets qu'on propose à nos clients qui, s'ils sont intéressés, en fait, qui peuvent investir en échange des crédits par rapport au CO2 qu'ils ont dépensé à la fin de l'année. C'est des projets de protection de l'environnement. Là où je voulais plutôt en venir, c'est qu'aujourd'hui, un e-commerçant, un e-acheteur ou même un client c'est pas le premier critère d'achat ou de valider un panier si tu proposes une solution éco-responsable de livraison, d'accord? Aujourd'hui, le premier acteur, c'est le tarif, parce que quand tu proposes une solution de livraison, toi, si tu achètes quelque chose, tu vas regarder combien ça me coûte de me faire livrer un colis, quel est le délai. Le délai est très important, donc qui est aussi par rapport au coût de la livraison, et aussi la proximité. Est-ce que tu te fais livrer à domicile, point relais, est-ce que c'est livraison point relais à 5 km, ou il est à 500 mètres en bas de chez toi ou de ton endroit de travail. Donc c'est en train d'augmenter, c'est-à-dire que différentes études ont prouvé que même après le Covid, parce que les mentalités évolue. C'est vrai que le Covid a un peu bénéficié à certains transporteurs, notamment ceux qui ont proposé des solutions à domicile. Parce que le premier confinement, il faut le rappeler, c'était le vrai confinement, il y avait des vraies restrictions. Je me rappelle, commander, c'était compliqué. Exactement. Et en fait, il fallait avoir des solutions de s'approvisionner, parce qu'on ne pouvait pas les chercher. Donc, on est en train de conquérir une nouvelle cible, des acheteurs qui n'achetaient pas ou qui n'achetaient pas de manière récurrente, donc qui sont là. Mais oui, l'éco-responsabilité proposée de porte à porte, parce que c'est là qu'on parle d'une solution clé en main, c'est de plus en plus important pour les entreprises. Donc l'alternative et la possibilité. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur la reverse, donc oui, sur les retours des colis, on parlait du Royaume-Uni. C'est vrai qu'on travaille sur d'autres destinations aussi, mais une des choses qu'on va proposer là, depuis septembre, qu'on propose, c'est en fait à ce que les e-commerçants qui proposent donc la solution de livraison par la Royal Mail, qui est notre partenaire historique au Royaume-Uni, si jamais un article leur plaît pas, je ne sais pas, tu achètes une veste, mais la couleur, finalement la taille ne convient pas, c'est de pouvoir en fait réexpédier à nouveau le colis, mais que ça se passe bien, parce que déjà c'est compliqué pour l'export, et il y a le retour aussi derrière, et aussi quel est le coût, quel est le délai. Donc là on propose une solution très compétitif, que ce soit en termes de délai ou en termes de coût, mais c'est surtout la facilité. C'est la facilité de pouvoir retourner une marchandise, et pour un e-commerçant comme... C'est un enjeu, je l'apprends en personne, mais c'est sûr que pouvoir retourner son colis, je pense que on l'a tous fait. C'est la base maintenant. Bien sûr, si on n'offre pas la possibilité de retourner les colis...
il y a beaucoup de... Enfin, on peut perdre un client, bien sûr. C'est vrai qu'on l'avait pas évoqué, alors c'est pour ça qu'on l'évoque maintenant, mais il y a un vrai enjeu autour de ça, parce que j'ai pas les chiffres, hein, je sais pas le taux de retour, hein, mais j'imagine qu'il est... financier est important. Et en fait, on en revient à notre thème, au Brexit, justement, parce que tu l'as dit, déjà que il y a de la taxe, tout ça pour envoyer, mais il y en a aussi pour du retour. Donc il faut avoir effectivement un partenaire compétitif, il faut pouvoir trouver un partenariat win-win entre les deux, que ça coûte pas trop cher, et voilà. Donc vous arrivez à vous mettre en place là-dessus. On propose la solution, mais là, Guillaume, ce qui l'intéresse plutôt, il y a le taux de retour qui revient donc dans son stock, il récupère la marchandise rapidement et facilement, mais c'est aussi un peu l'aspect financier de pouvoir un peu réclamer la TVA, parce que si tu exportes de la marchandise vers l'Angleterre, tu t'es acquitté des droits et taxes, mais si elle revient... Ouais. Donc sur une volumétrie, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on est en train de travailler sur une volumétrie quotidienne assez conséquente. Donc pour un financier, ça commence à se chiffrer à la fin de l'année. Donc non, proposer une solution reverse, c'est aussi quelque chose qui était important pour nous. Et donc ça fait, là je reviens, le troisième thème que je t'avais évoqué, c'était le thème de consultant, mais bon, c'est un peu ce que tu évoquais là, au final. Ça rentre dans cette case-là, que vous accompagnez toujours vos e-commerçants. Aujourd'hui, si tu parles de Spring, on va dire, ok, qui est Spring? Parce on parle de l'Angleterre. L'Angleterre, tu ne verras pas des camions, des livreurs, c'est la Royal Mail. Parce qu'en fait, on travaille avec des partenariats à travers le réseau postal ou partenaire. Okay. Donc si on prend l'idée, parce qu'on travaille aussi sur l'Italie, on va le confier à la poste italienne. Donc il faut, lorsque Guillaume va me solliciter, on en a parlé juste là avant l'émission, il y a un projet sur telle destination, en fait, ok. Il y a un travail en amont sur le marché qui vont étudier quel est le potentiel, si on parle du chiffre d'affaires, du revenu à aller chercher un nouveau marché, mais aussi nous de l'accompagner. Voici ce qu'on propose en termes de faisabilité, en termes opérationnels. Voilà, en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller venir chercher ton colis chez moi et le livrer sur ce pays. Donc non, il faut qu'il y ait ce rôle de consultant en amont. Et ça en perpétuelle évolution de toute façon, parce que bien sûr, parce que les besoins évoluent aussi. C'est ce que j'allais dire, le comportement d'achat, on en parlait tout à l'heure des clients, ça évolue. Donc les besoins évoluent au fil de l'eau, et c'est bon, Amel parlait de nouvelles destinations, et c'est vrai que pour nous c'est évidemment un enjeu, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un levier de croissance, donc évidemment couvrir des pays, c'est une possibilité chez nous d'en ouvrir de nouveaux, et bon, même si en Europe il y a moins de complexité, avoir un bon prestataire qui peut nous accompagner de la meilleure des façons, et en qui on peut avoir confiance, parce que c'est aussi un phénomène très important, parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de transporteurs qui n'ont pas pu continuer à assurer les flux. Amel en parlait tout à l'heure. C'est hyper important d'avoir, surtout dans une période comme la nôtre, d'avoir confiance en son prestataire, et savoir que dans tous les cas, on pourra continuer à assurer les livraisons et les ventes. Et j'allais dire, le client confiance en vous en plus derrière. Exactement. Donc là, c'est un... Voilà, c'est vrai que c'est aussi un... En fait, c'est un triangle. Aujourd'hui, tu vas chercher un marché. Spring, nous, on est basé en France. Donc l'avantage, c'est que nous, on discute entre les deux structures. Le service client, nous, il est basé en France, facile d'accès, de contact sur un 01, 06, ça c'est bien. Mais pour le consommateur, donc c'est-à-dire un e-acheteur sur Santé Discount qui est en Italie, alors si c'est un expatrié ou italien, à voir, mais ce qu'il va acheter, c'est important qu'il ait une confiance. C'est-à-dire que, ok, vous proposez une solution Spring, mais Spring qui est derrière? En fait, on a le leader du marché, et donc aujourd'hui, quand tu vas acheter un produit, tu vas avoir différentes solutions de livraison. Il faut qu'aussi le transporteur t'apporte une sérénité, une confiance pour que tu dises qui va me livrer le colis. Et c'est pour moi, en fait, c'est le grand atout aussi de Spring, c'est-à-dire que le consommateur, lui, va pas forcément entendre parler de Spring, il va vraiment entendre parler du transporteur qu'il connaît depuis toute sa vie, parce que c'est vraiment l'acteur local dans son pays, et pour lui, du coup, il y a vraiment un effet de réassurance, parce que c'est pas un nom qu'il connaît pas. Il sait de quoi on parle, et c'est Royal Mail, forcément un pignon sur rue. C'est un côté très rassurant. Et forcément, quand on vend, et encore plus à l'heure actuelle où on arrive à conquérir des personnes qui n'achetaient pas forcément sur Internet, le pouvoir rassurer ces personnes en leur disant attends, ne t'inquiète pas, la personne qui va te livrer, c'est ton postier. Oui, ça change. Ça peut changer la donne, c'est vraiment très important. Non, mais c'est ce qui explique justement que vous faites confiance, comme tu l'as dit, aux acteurs historiques de chaque pays, enfin je veux dire pour livrer quoi. Voilà, vous faites la logistique. Ouais. Comme je te disais, en fait, dans 95% de cas, oui, c'est le facteur qui va livrer, donc tu le connais, il y a une assurance à ce niveau-là, mais on va faire aussi challenger certaines destinations où on fait le choix de travailler avec un prestataire privé, parce que pour des raisons de qualité, de KPIs, on préfère
le transmettre à une autre entreprise compétitive. Ouais. En tout cas, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Hein, donc, on a évoqué ça, comment donc s'adapter au marché britannique après le Brexit. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Ouais. Vous avez encore des choses à évoquer avant qu'on se laisse ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on a... C'est déjà pas mal, je pense. On a raconté pas mal de choses. Ouais. Non, puis là, on est orienté sur la fin de l'année. Donc, le Brexit, le Royaume-Uni, c'est possible, mais là, on est un petit peu focus sur les 2 mois qui viennent. Avec un fort volume pour l'e-commerce. Bien boucler la fin d'année, il y a Noël, tout ça, je pense qu'il y a des pics à ce moment-là. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Bon, bah super. Guillaume, Amel, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Et puis, non, bien sûr. Et puis, je vous souhaite plein de réussite dans vos entreprises actuelles. Bah écoutez, c'était un nouvel épisode donc, de E-Commerce Nation. J'espère que ça vous a fait plaisir surtout et que vous avez appris plein de choses. Hein. Le but, c'est de rentrer dans le détail des thèmes que l'on évoque à chaque fois. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, à partager si vous avez envie. Et si vous avez des questions, bah, vous nous envoyez un message avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt. Ciao.